Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, clôture de la table ronde de la CEMAC ce mercredi 29 novembre à Paris. Rencontre qui avait pour but de mobiliser des fonds pour le financement des 13 projets intégrateurs de la sous-région. Objectif atteint, l'événement a permis de lever un peu plus de 9 milliards d'euros. Au Nigeria, la start-up Frontage lève 10 millions de dollars pour accroître le financement des PME africaines d'import-export. Avec ce capital, Frontage pourra fournir à ces PME le capital et l'expertise nécessaires pour être compétitives sur la scène internationale et pour faciliter leurs opérations de commerce transfrontalier. Et puis au Cameroun, l'industrie de la mode se mobilise pour la lutte contre la pollution via la revalorisation des déchets. Illustration lors du Douala Art Festival qui s'est tenu du 16 au 19 novembre dernier. Mais tout d'abord, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest doit rendre ce jeudi 30 novembre son jugement concernant le cas de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Renversé le 26 juillet 2023 suite à un coup d'État, ce dernier avait déposé une plainte auprès de la juridiction de la CEDEAO pour séquestration et détention arbitraire. Il est actuellement détenu dans sa résidence au palais présidentiel. Rappelons que le 23 novembre, le Parlement européen a exigé la libération immédiate et inconditionnelle de l'ex-chef d'État, de sa famille ainsi que des autres personnes détenues arbitrairement par les militaires au pouvoir à Niamey. La table ronde pour le financement des 13 projets du deuxième programme de projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC s'est clôturée ce mercredi à Paris. Une table ronde qui a permis de lever un peu plus de 9 milliards d'euros, soit 104,2% du financement attendu. La BDEAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale, est désormais chargée de mobiliser les ressources pour financer concrètement les différents projets proposés par les 6 pays membres de la CEMAC. Écoutons à ce propos M. Dieudonné Evou Mekou, président de la BDEAC. Nous allons d'abord mobiliser les ressources nécessaires pour financer tous ces différents projets. Et à ce sujet, dans le cadre de notre plan stratégique Azobé, il est prévu que nous diversifions et nous intensifions la mobilisation des ressources destinées à financer les projets aussi bien intégrateurs que tous les autres projets que nous finançons. Alors, ensuite, naturellement, après, il faudra faire l'instruction de ces dossiers-là. Il faudra que les États qui sont concernés par les projets nous adressent des demandes de financement et nous allons dérouler la procédure qui est la nôtre afin que nous puissions commencer les décaissements. Naturellement, le suivi. Parce que derrière cela, il faut bien s'assurer que les ressources qui sont décaissées en faveur des projets sont bien utilisées à cette fin. Toujours dans l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné le 26 novembre dernier la mise en place de facilitations concernant le domaine de l'attribution du foncier, notamment industriel, destiné à la réalisation de projets d'investissement. Des mesures qui, selon les experts économiques, permettront d'augmenter le nombre de projets enregistrés au niveau de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Celles-ci ont également pour but, selon l'exécutif, de lutter contre la corruption et faciliter les missions des opérateurs économiques. Frontage, une fintech nigériane qui vise à stimuler la croissance du commerce transfrontalier africain, a récemment procédé à la levée de 10 millions de dollars. L'opération a été dirigée par la holding d'investissement axée sur l'Afrique, TLG Capital. Une bonne nouvelle pour les PME d'import-export africaines qui ont du mal à accéder au financement du commerce pour soutenir leurs opérations. Ces fonds permettront notamment à Frontage d'étendre ses activités au Nigeria et dans d'autres pays du continent comme le Ghana ou encore le Kenya. Les précisions d'Ameneji.
Pour faciliter la croissance du commerce transfrontalier africain, Front Edge, une fintech nigériane, a levé 10 millions de dollars à l'occasion d'un tour de table d'amorçage, plus de 110% du financement provenant du volet d'aide. L'objectif est d'accroître le financement des petites et moyennes entreprises africaines d'import-export, leur permettant d'accéder à un capital initial sans avoir besoin de garantie. Donc le véritable problème de la PME import-export n'est pas un problème nouveau. C'est un problème dû à sa nature et à sa structure, c'est-à-dire le gros problème de levée des garanties. Donc les PME n'ont pas naturellement la capacité de lever des garanties, elles n'ont pas la capacité de satisfaire aux garanties. D'où c'est un défi pour elles d'affronter le marché de l'import-export, n'étant pas capable de convaincre le système bancaire. En effet, seuls 30% des volumes d'échange impliquent des intermédiaires financiers dans les banques en matière de commerce international africain. Un déficit de financement qui pèse particulièrement sur les petites et moyennes entreprises PME, les grandes accaparant la majorité des capitaux disponibles et limités. Où se trouve donc la solution ? La solution se trouve à aider les PME à se réorganiser en cluster, par exemple. Elles affronteront mieux les marchés et elles seront plus résilientes au commerce international. L'autre solution réside au financement participatif. Les crowdfunding sont un type de modèle de financement participatif qui va adhérer facilement au fonctionnement des PME africaines d'import-export et permettre à ces PME de se déployer dans le marché intra-africain tout en restant efficaces dans la productivité. Front Edge joue un rôle essentiel dans le soutien et le développement du commerce transfrontalier en Afrique. Notons que la valeur des volumes de commerce international sur le continent avoisine les 1200 milliards de dollars par an. Au Tchad, les affrontements intercommunautaires ont causé la mort d'au moins 47 personnes depuis 2020. Des conflits entre les éleveurs et agriculteurs sur l'ensemble du pays, engendrés par la rareté des ressources naturelles, notamment le pâturage et les espaces agricoles, ainsi que leur mauvaise gestion. Aucune région du pays n'est épargnée par le phénomène et la situation inquiète les autorités parce qu'elle fait l'objet de récupération politique. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, ces 2 dernières années, la recrudescence des conflits intercommunautaires, notamment entre les éleveurs et les agriculteurs, inquiète les autorités. Entre 2020 et 2023, au moins 18 conflits intercommunautaires ont été recensés à travers le pays, occasionnant environ 47 morts et des centaines de blessés. Une situation qui persiste malgré les mesures gouvernementales pour pacifier les communautés et contrôler les armes en circulation dans les milieux civils. Les besoins deviennent importants avec la pression humaine, la pression animale nouvelle et également le manque de réorganisation, n'est-ce pas, adapté aux uns et aux autres devant cette situation-là. Vous savez, le paysan, il attend qu'on lui règle ce problème-là, hein, par l'autorité qui doit organiser les choses, par l'autorité qui doit arbitrer, par l'autorité qui doit le guider, n'est-ce pas, à cela. Les acteurs impliqués dans la résolution des conflits intercommunautaires appellent les autorités de la transition à renforcer les collectivités autonomes pour prévenir les affrontements meurtriers. Une disposition saluée par la classe politique et les organisations de la société civile. Le dialogue a accouché des recommandations et des résolutions, n'est-ce pas, qui sont à la base de la nouvelle constitution qui est en cours d'être soumise au référendum prochain qui va avoir lieu et qui serait la base d'une nouvelle direction de notre État que nous voulons un État de la refondation. Et dans cet État de refondation, nous osons croire que les nouvelles institutions mises en place avec leur rôle, les attributions, et je dirais que des institutions nouvelles importantes. Pour rappel, la transhumance sur le territoire tchadien des bétails des éleveurs venus des pays voisins comme le Soudan, le Niger, le Cameroun et la Centrafrique occasionne souvent des conflits entre les agriculteurs.
Direction le Cameroun voisin, où plus de 72% de la population estime que la pollution est un problème grave dans leur communauté, selon une enquête menée par Afrobaromètre en début d'année. La lutte contre la pollution constitue un défi écologique majeur dans le pays et l'industrie de la mode entend apporter sa pierre à l'édifice. À l'occasion du DOMAF, le Douala Art Festival, celle-ci a démontré sa capacité à revaloriser les déchets, comme vous le verrez dans ce reportage de notre correspondant Narcisse Ouma. Derniers essayages pour ces mannequins dans les coulisses de l'une des scènes du Douala Music Art Festival DOMAF à Bonamoussadi. Pour ces 12e éditions du DOMAF, stylistes et autres créateurs de mode ont présenté des collections écologiques issues d'un savant mélange de haute couture, artisanat et recyclage. Ainsi, une soixantaine de tenues alliant élégance, extravagance et sobriété ont porté un plaidoyer sur la lutte contre la surproduction et le renforcement du recyclage. Nous n'avons qu'une seule planète et que les efforts que nous faisons, c'est pour sauver la planète. Voilà. Alors, le message qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que pour nous, la mode est une voie de réparation. Voilà. Nous utilisons la mode pour transmettre le message. Au Cameroun, les déchets urbains sont évalués à 2 millions de tonnes par an. Et selon des données officielles, seuls 15% de ces déchets sont recyclés. Pour inverser la courbe, les acteurs du secteur de la mode souhaitent à travers diverses initiatives, comme la création des produits écologiques, réduire l'empreinte carbone du pays à travers le recyclage des déchets qui pullulent dans les métropoles camerounaises. La collection que nous avons présentée ce soir se nomme Racines. C'est une collection qui nous renvoie aux sources de l'Afrique, de la culture africaine. Nous avons sorti cette collection tout simplement pour encourager nos frères et sœurs camerounais et africains de porter du Made in Cameroun, de porter nos sources, ce qui produit de chez nous en fait. Alors ce soir, j'ai présenté quelques créations de ma collection appelée Nothing to Hide. Nothing to Hide nous a été inspiré des valeurs de l'Afrique, les valeurs identitaires de l'Afrique, parce que l'Afrique n'a jamais rien eu à cacher. L'Afrique a toujours ouvert ses bras à toutes les autres civilisations. Voilà pourquoi on a opté pour des matières fluides, des matières transparentes pour pouvoir montrer cette fluidité-là, pour montrer cette ouverture-là au monde. Autant d'initiatives engagées qui démontrent que l'industrie de la mode a tout intérêt à s'impliquer dans la préservation de l'environnement. À travers de nouvelles collections durables et innovantes, les acteurs du textile tendent progressivement à montrer que les déchets peuvent aujourd'hui représenter une ressource d'avenir, elle aussi non négligeable. Selon l'UNESCO, l'industrie culturelle et créative représente aujourd'hui 2250 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale, soit 3% du PIB mondial. La part de l'Afrique, Moyen-Orient compris, y reste marginale avec seulement 58 milliards de dollars, soit 2,5%. L'actualité sportive pour terminer. Le Mali n'ira pas en finale de la Coupe du monde de football U17. Les Aiglonnais se sont inclinés ce mardi 28 novembre face à la France sur le score de 2-1. Ce vendredi 1er décembre, le Mali affrontera l'Argentine, éliminée par l'Allemagne pour la 3e place. Résumé signé Joël Ballot. Le Mali était le dernier représentant africain au mondial de football U17. Face à la France le 28 novembre 2023, les Aiglonnais du Mali, qui ont pourtant bien entamé la rencontre, se font rattraper par les Français et finissent par fléchir au pied de la finale sur un score d'1-2. On a montré une bonne visage. Et puis voilà, les enfants se sont battus malgré qu'on a eu plein d'occasions, on pouvait finir le match. Heureusement, on n'a pas fait. Bon, c'est ça, des petits détails qui peuvent faire ce genre de match un peu compliqué. Réduit à 10 après l'expulsion de Souleymane Sanogo, les Maliens qui jusqu'à la pause détenaient les rênes de la rencontre grâce à Ibrahim Diarra, sur erreur de Paul Arnier, se voient rattraper au score à la 56e minute sur une tête du Troyen Ivan Titi. À la 69e minute, Ismaël Bouneb scelle le sort du Mali en marquant le but de la qualification sur un subtil coup franc. On arrive à la demi-finale. Et puis Dieu n'a pas voulu aujourd'hui qu'on part en finale, mais c'est pas grave. Le 1er décembre 2023, le Mali aura l'occasion de sortir par la grande porte de cette compétition mondiale de football. Pour la 3e place, les Aiglonnais seront face à l'Argentine qui s'est inclinée face à l'Allemagne au tir au but. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.